Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier, créateur de leaderzen.com, organisateur d'événements nautiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le bonheur d'avoir comme invité Olivier Roerich. Olivier Roerich, auteur de La Voie du bouddhisme au fil des jours. Merci Olivier d'accepter cette entrevue. Merci. Alors Olivier, je peux t'appeler peut-être physicien méditant. Moi, ma première question, Olivier, ça serait de savoir comment on passe finalement de Normal Sup à traducteur de Singal Rinpoche. Oui, bon, c'est vrai que j'étais au départ, je me suis orientée vers des études scientifiques, j'ai fait Normal Sup en physique théorique, j'ai travaillé sur le chaos et les systèmes dynamiques, donc rien ne me prédisposait à fréquenter le bouddhisme. Et puis, à l'âge de 20 et quelques années, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose de fondamental dans ma vie. Pour moi, la science, c'était la connaissance, la véritable connaissance. Et arrivé à un degré élevé scientifique, je me suis aperçu qu'il manquait un maillon fondamental dans l'être, dans la connaissance de l'être humain, la connaissance du bonheur et de la souffrance, la connaissance, tout simplement, le sens de la vie. Et donc, je me suis tourné vers les maîtres tibétains qui venaient en fait de débarquer du Tibet, puisqu'ils avaient été chassés par les Chinois dans les années 60. Bon, et ils commençaient à enseigner en Occident. Et pendant 30 ans, j'ai étudié avec ces grands maîtres proches du Dalai Lama la méditation, la sagesse du bouddhisme. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'après ces 30 années, je m'aperçois maintenant que la science et la méditation convergent. Que, par exemple, les neurosciences valident la méditation, que la physique moderne peut créer beaucoup de parallèles avec la vie bouddhiste. Et donc, en fait, je m'aperçois que mes deux parcours se rejoignent en un seul, qui est véritablement une méditation laïque pour l'Occident, qui maintenant est validée par la science et est en harmonie, disons, avec des courants de pensée occidentaux majeurs. D'accord. Alors, il y a une phrase que tu cites dans ton livre qui est d'un lama tibétain qui dit « Ils ont beaucoup de qualités, mais leur moteur est toujours allumé, même au repos ». Tu pourrais commenter cette phrase parce que je me retrouve assez dans cette phrase. Oui, parce que tu vois, moi j'ai connu pas mal de maîtres tibétains, de yogis tibétains, et quand ils méditent, on dirait que ça s'arrête. Tu vois, ils s'arrêtent. Ils sont en vrai repos, mais pas le repos du sommeil, le repos de l'être. Ils sont simplement sereins et il n'y a rien qui se passe et ils sont bien dans l'être simplement. Alors que nous, on a une sorte d'inconfort à être dans une sorte de vacances, dans une sorte de non-action. Il faut toujours qu'on remplisse le moindre moment par des pensées, par des actions, par des émotions, par de l'excitation, par des projets. Et je trouve que cette phrase donc est très emblématique peut-être d'une des causes les plus grandes de stress en fait occidental. Le stress, il n'est pas dû seulement à tout ce qu'on nous impose comme quantité de travail, il est dû au fait que même quand on a un moment de libre, on le remplit. Tu vois, on continue à penser, on continue à tourner. Ce qui fait qu'en fait, on vit dans une sorte d'épuisement un petit peu général, dans la mesure où le ressourcement nous est inaccessible. C'est pourquoi la première leçon de la méditation, c'est de s'arrêter. C'est la pause. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses que... Alors je sais que tu es un des premiers qui va vers la méditation en entreprise. C'est quelque chose qui, en France, je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup avancé par rapport à nos amis des États-Unis, où on sait que par exemple Google est clairement en avance sur ce point-là. Est-ce que ça veut dire que tu penses que en France, on va réussir petit à petit à mettre la méditation au cœur de l'entreprise ou... Absolument, à cause de la mondialisation. C'est parce que les jeunes, tu vois, les jeunes qui sortent des écoles de commerce, d'ingénieurs, etc., font énormément de stages dans le monde anglo-saxon, dans le monde asiatique aussi, et donc finalement sont exposés au mode de management anglo-saxon, beaucoup.
Et dans le monde anglo-saxon, la méditation, maintenant, c'est mainstream, hein, c'est vraiment... Donc, j'en suis certain. Donc, ça, pour cette raison-là, ça va prendre un petit peu de temps. On sera un petit peu en retard pendant quelques temps, mais quelque part, ça va se mettre en place. Et puis, je pense aussi que une des raisons pour lesquelles le monde de l'entreprise, ça marche beaucoup déjà, c'est parce que il y a deux problèmes dans le monde, il y a trois problèmes dans le monde de l'entreprise. Il y a le stress, bon ça ok, donc trouver la paix, trouver un ressourcement intérieur. Il y a trouver un leadership inspirant, c'est-à-dire être capable de créer une synergie collaborative avec ses collaborateurs et non pas d'être en position de lutte ou de peur ou de passage en force, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus fructueux pour eux, beaucoup plus créatif. Et puis, il y a la prise de décision. La prise de décision, et ça, c'est trouver un espace de lucidité et d'intuition où on puisse voir clairement une situation et sentir quelle est la décision juste, plutôt que d'être complètement brouillé la rapidité du mental. Et ça, c'est une des qualités que les leaders recherchent le plus, c'est être capable d'y voir clair et de prendre la bonne décision. Et ça, pour moi, la méditation, c'est capital. C'est vraiment incontournable si on veut trouver cet espace-là. Sinon, pratiquement, on est toujours embarqué dans nos pensées, dans nos dadas, si on peut dire, et on n'y voit pas clair. Donc, pour toutes ces raisons-là, je suis sûr que ça, c'est en train de prendre et que ça va vraiment prendre. Ouais. D'accord. Est-ce que sur la notion on sait que dans toutes nos entreprises, finalement, toute personne aspire finalement à progresser. Donc, on sait qu'on a une structure pyramidale et que donc, il y a un moment donné, les postes sont peut-être en moins grand nombre. Aujourd'hui, on a tendance à motiver quand même par rapport à des objectifs qui sont d'équipe, mais qui sont quand même très souvent des objectifs individuels, où du coup on privilégie peut-être un peu l'ego, etc. Quelle est ta vision par rapport à ça? C'est-à-dire que comment faire en sorte qu'on ait des entreprises avec peut-être plus de collectif et moins d'individualisme? Enfin, quelle est ta vision par rapport au l'ego, au moi je? Parce que finalement, pour faire grandir une entreprise, il faut des objectifs, il faut des résultats, mais avant tout, c'est les hommes de la base qui la font grandir. Oui, mais moi je pense que l'école telle qu'elle est créée en France, telle qu'elle existe en France, donne de très mauvaises habitudes aux jeunes en valorisant uniquement la performance individuelle. Même si les gens travaillent en équipe, éventuellement les étudiants, les élèves, il n'empêche qu'au bout du compte, le concours d'entrée aux grandes écoles, le bac et tout ça, eh ben, c'est une performance purement individuelle. Et ça donne de très mauvaises habitudes. Et quand les jeunes arrivent en entreprise, ils gardent cette idée, il faut que je sois bon. Et en fait, c'est pas il faut que je sois bon, c'est il faut que l'équipe soit gagnante. Et c'est pas le point, le je suis bon. Et donc, le conseil, moi, que je donne aux leaders, c'est de récompenser la performance d'équipe et non pas la performance individuelle. C'est-à-dire vraiment valoriser le fait que on estime les gens par leur réussite d'équipe. Voilà, on remercie une équipe, on valorise une équipe, on récompense une équipe, plutôt que d'essayer de jouer les uns contre les autres, tu vois, d'inciter la compétition individuelle. Et là, alors évidemment, ça nécessite aussi une certaine authenticité, parce que si une équipe, elle doit quelque part avoir de l'estime et de la considération et même de l'amitié. Tu vois, parce que sinon, si c'est juste une équipe, mais en fait que chacun espère gagner pour lui, c'est pas vraiment une équipe. Hein, donc ça nécessite une certaine authenticité des valeurs humaines. Et je pense que si on rentre, et la méditation aide à trouver ça justement. Et je pense que si on trouve ces valeurs humaines et ce travail d'équipe authentique, alors là, on peut carrément performer, exploser le plafond, hein, réellement. Parce qu'en équipe, quand on est trois, on n'est pas trois fois plus intelligent, on est 10 fois plus intelligent que tout seul. Donc voilà, c'est vers ça, je pense qu'on va. Et aujourd'hui, dans la voie du bouddhisme au fil des jours, il y a un moment, tu expliques qu'on est interconnecté aujourd'hui Oui, et que à l'heure où finalement on voit peut-être un certain nombre de tensions dans le monde, finalement on peut, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais tu dis il n'y a aucun pays finalement qui a réussi à maintenir sa stabilité sur les guerres qui créent aux alentours. oui, oui, oui. Euh,
Ouais. Tu peux C'est rentrer important. un peu Oui. sur cette notion d'interconnexion et quelle est ta Tout vision à fait. là-dessus? Tout à fait, parce que si tu veux, bon, ça c'est une vue classique du bouddhisme, hein, qui est que tout est interdépendant et que donc en fait on croit qu'on est séparé des autres et qu'on peut créer son propre bonheur aux dépens des autres. Mais ça c'est une illusion. Et en fait, tôt ou tard, si on essaye de penser exclusivement à son profit aux dépens de tous les autres, quelque part on se casse la figure. Hein, on n'est pas heureux, on aboutit au malheur et à l'échec. Et ça, bon, ça c'est donc une vue bouddhiste, mais moi ce qui est intéressant, c'est qu'on la constate, on constate sa vérité partout. On le constate à tous les niveaux. Et par exemple, si on prend la notion de profit, puisqu'on parle de l'entreprise, le mot profit, il a deux sens. On peut avoir une vision du profit genre terre brûlée, je prends tout ce que je peux, je pille tout ce que je peux et je laisse de la terre brûlée derrière moi. Bon, mais à ce moment-là, on sait qu'on va pas survivre longtemps dans une terre brûlée. Et, ou alors, on peut entendre le mot profit au sens d'un enfant qui profite ou d'une plante qui profite bien. Hein, ça veut dire que le terreau est fertile ou que l'environnement est fertile et donc tout le monde profite au sens de il profite bien cet enfant, il grandit bien, il prospère bien. Et donc, si on prend le mot profit dans ce sens-là, c'est passionnant parce que ça veut dire qu'on joue sur l'interdépendance, on joue sur un mode plus collaboratif et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Et en fait, on reçoit tout ce qu'on donne, on le reçoit au centuple quelque part. Hein, donc, je pense que une attitude de générosité, une attitude de collaboration, c'est vraiment la meilleure façon de recevoir soi-même. Donc, ce qui prouve qu'on est finalement interdépendant. D'accord. Et aujourd'hui, par rapport à cette notion d'interdépendance, cette notion d'environnement, dans ton livre, il y a un moment, tu expliques, alors moi je le prends à la fois pour la méditation, mais au sens large, moi ma vision c'est que l'environnement, quand on veut changer, est clé. En échangeant avec quelqu'un comme toi, forcément, j'accélère ma connaissance sur la méditation, et donc l'environnement est un facteur clé aujourd'hui sur les personnes qui voudraient changer d'environnement, qui voudraient peut-être aller connecter avec des modèles, mais qui ont peur de connecter, parce que finalement, on sait que l'environnement est clé, mais aujourd'hui, on n'a jamais été autant connecté avec Facebook, avec LinkedIn, etc. Mais je pense que la réalité, c'est qu'on n'a jamais été autant déconnecté et qu'on n'a jamais vu autant de réelle solitude. Euh, qu'est-ce que tu peux proposer aux gens ou dire aux gens pour passer cette peur, pour changer leur environnement qui peut les faire grandir? Tu sais, le titre de Meng, là, dans le livre qu'il a écrit sur ce qu'il fait à Ah, Google, Search Inside, ouais, Connect Search in, Inside Yourself, et la traduction, ils ont traduit en français par Connectez-vous à vous-même. oui, Et c'est un très très bon titre, en fait, parce que tu peux pas être connecté réellement au monde et aux autres, et à l'intelligence des autres et à l'intelligence du monde, sans être d'abord connecté à toi-même. Et connecté à toi-même, ça veut dire, si tu veux, déjà sortir du brouillage, de la dispersion, de l'éclatement complet, du zapping complet, si tu veux, dans lequel on vit. Si tu zappes à 100 à l'heure, ben, t'es pas avec toi-même. Et donc la méditation, c'est ramener l'esprit en lui-même. Tu vois, revenir à, à être avec soi-même, passer du temps de qualité avec soi-même, entrer en contact avec soi-même et, disons, remédier en quelque sorte au zapping, à la distraction et à l'éclatement de l'esprit. Et donc, si tu commences à être plus en contact avec toi-même, tu t'apercevras qu'à ce moment-là, tu es plus à l'écoute de toi-même, à l'écoute des autres, et tu commences à entendre des choses, à percevoir des choses que tu ne percevais pas avant. Parce que nous, on parle beaucoup, si tu veux, tout ce qui est Facebook et tout ça, c'est basé sur la quantité d'informations. Mais la quantité d'informations, ça n'a aucune importance. De la même façon que tu peux avoir 10 000 objets dans ta maison, tu ne seras pas plus heureux, tu vois. Alors que si tu es capable de contempler une seule œuvre d'art très belle, eh ben, ça peut te combler. Donc en fait, c'est de la même façon pour l'esprit. Hein, il s'agit de lâcher prise de toute cette excitation, de folie, de vouloir être connecté à tout et finalement tu es connecté à rien, et de te connecter profondément à toi-même par la méditation, une qualité d'être que tu trouves. Et là, tu vas sentir que sans effort, tu sens, toi, tu as accès à une connexion avec autrui. Tu seras beaucoup plus réceptif à autrui. Et par exemple, si tu es leader, si tu arrives avec cet état d'esprit avec tes collaborateurs, ils vont se sentir bien.
Tu vois, ils vont sentir que t'es un être humain, que t'es pas juste un mec qui fonce et qui a les objectifs et tout. Tu, tu prends le temps de les regarder, tu prends le temps de leur serrer la main, etc. Pareil dans les hôpitaux, hein, avec les médecins, c'est exactement la même problématique. Redevenir un être humain, toi qui est en contact avec une personne qui est malade, plutôt que d'être une machine à prescrire des ordonnances. Et, et voilà. Et ça, cette méditation-là, elle va te permettre d'être beaucoup plus en contact avec le monde. Et c'est un peu l'opposé de la direction qu'on prend, c'est vrai, avec ces médias de folie actuels. Et sur la notion de peur, parce que moi le premier, quand il y a un moment donné, tu te poses des questions sur un projet, sur rester dans ton entreprise, dans ta situation, ou Ouais, quelle que soit ouais, finalement la situation, rester en couple, etc. Et que tu dois à un moment décider de je reste dans cette entreprise et j'y mets peut-être plus de bonheur, plus de passion, plus d'écoute, plus, ou je vais vers un projet rêve, etc. mm, Euh, mm. Par rapport à tes connaissances, etc., qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui, pour certains, se posent peut-être des questions de choix de vie en ce moment? Euh, Ouais, ça, co- c'est une grande question. C'est une question difficile parce que chaque situation est différente. Mais bon, on peut donner quelques directions générales. Hein, le premier, c'est quand on a une émotion comme la peur, la méditation permet de travailler directement dessus. Parce qu'en général, quand on a peur, on se met à penser mille choses à toute vitesse. On se met à élaborer des tas de scénarios, à essayer d'émettre des tas de pensées sur ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'on risque pas, etc. Et en fait, cette accumulation d'activité mentale, c'est un peu comme si on remuait de l'eau boueuse. Tu vois, on voit plus rien, on voit complètement trouble. Et au bout d'un certain temps, on pense tellement vite qu'on ne voit plus rien et on a même plus de discernement. Alors que la méditation, elle, permet de travailler sur la peur ou sur l'angoisse ou sur l'incertitude. C'est-à-dire que quand ces émotions s'élèvent, il y a une attitude méditative qui permet de traverser ça et en fait de l'accepter, de l'accueillir et de le dissoudre. Et à ce moment-là, on peut accéder, on peut garder. Un méditant expérimenté, quand il est soumis à ce genre de peur ou d'incertitude, en fait, il peut garder sa paix intérieure. Et comme il peut garder sa paix intérieure, il peut garder un certain discernement qui lui permet de voir plus clair. Et donc, sur cette base-là, il y a certaines pratiques méditatives qui permettent de développer l'intuition juste. Hein, mais voilà, donc ça, c'est effectivement, c'est un des bienfaits de la méditation. D'accord. En introduction, tu as dit que les neurosciences validaient la méditation, que la physique Et, se rejoignait, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux points concrets pour, pour la compréhension, c'est-à-dire d'un point de vue neurosciences, en quoi on valide la méditation? oui, oui, du moins, un point très simple, hein, c'est que il a été prouvé que le cerveau présente une plasticité cérébrale véritable. Mhm. Et donc, effectivement, elle, on peut changer le fonctionnement du cerveau et l'activité cérébrale et même la structure cérébrale. Et bon, sans rentrer dans les détails trop techniques, eh bien, il est prouvé que, par exemple, quand on analyse sur IRM les cerveaux des méditants, eh bien, on s'aperçoit que les zones du cerveau, comme l'amygdale, par exemple, liées aux émotions négatives et à la peur, sont plus désactivées, hein, et que par contre, les parties du cerveau liées à l'intégration globale de l'activité, à l'apprentissage, à la mémoire et ainsi de suite, sont beaucoup plus stimulées. Et donc, en fait, les parties positives, on pourrait dire, les fonctions positives cérébrales sont beaucoup plus activées et les parties indésirables rétrécissent. Et surtout, un autre élément qu'on a découvert d'un point de vue médical, c'est les méfaits innombrables du stress. Hein, c'est-à-dire que le stress, par exemple, crée un afflux d'hormones comme le cortisol, qui ensuite crée des tas de dysfonctionnements, disons, dans le corps, sans vouloir rentrer dans les détails. Et donc, le simple fait que la méditation diminue le stress, eh bien, fait qu'elle
augmente le système immunitaire, qu'elle améliore la fonction cardiaque et qu'elle contribue puissamment à la santé. Donc voilà, enfin, en quelques éléments. Hein, D'accord. mais... Non, mais c'est pas moi. Enfin, en tout cas, ça me passionne, donc je trouve ça extrêmement intéressant. Pour terminer, Olivier, si une entreprise souhaite te contacter, si deux questions pour te contacter, pour etc. Comment Oui, on fait? Et oui, je crois peut-être que tu vas me dire qu'il est trop tôt pour en parler, mais que tu as un livre qui va bientôt paraître, etc. oui, oui, dans plusieurs oui, mois. oui. Est-ce que tu peux juste nous donner les thèmes Oui, donc là si tu veux, en fait, mon premier livre, c'est un livre qui à la fois relate mon expérience personnelle de ces 30 ans de méditation avec les maîtres bouddhistes, mais aussi et d'intégration de cette méditation dans la vie quotidienne, puisque j'ai été aussi professeur d'université en mathématiques pendant longtemps, et et qui donne aussi des pratiques guidées, bon, de méditation et ainsi de suite. Mais ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en Occident, on manquait aussi d'éléments poétiques sur la méditation. Parce que la méditation, c'est pas juste une technique froide, si tu vois, c'est pas juste un mode d'emploi, faut faire ça, fais-le et ça va marcher. C'est aussi un art, c'est aussi une inspiration, c'est aussi une qualité humaine subtile, on pourrait dire. Le véritable état de méditation, en fait, est très subtil, très profond et en même temps très subtil. Et j'ai voulu en donner un goût par un récit, bon, moi c'est plus en montagne puisque je suis aussi un montagnard, et de quelqu'un qui découvre la méditation à travers des expériences en haute montagne, des rencontres, des paysages, des situations, d'ailleurs certaines difficiles, certaines belles, avec des aphorismes méditatifs donnés sous forme plutôt poétique comme source d'inspiration. Et donc ce livre, qui s'appelle L'enfant de l'altitude, méditer au fil des pas, va paraître en septembre ou octobre aux presses de l'Université du bien vivre. Et ça va être aussi donc le lancement de ma société Sequoia World Partners, SWP, qui a pour but la méditation laïque pour le bien vivre, aussi bien pour le très grand public, au sens le plus large, hein, médiatique, conférences, etc., et aussi, bien sûr, plus spécifiquement pour les organisations, pour le monde médical et pour l'entreprise. Donc voilà, ça va se développer, ça se développe. Bah, écoute, et tu as un web peut-être si on veut te joindre Donc ou pour quelque l'instant, chose? le web, c'est mon nom, olivierorige.com. D'accord, Hein, qui permet de me contacter aussi, d'avoir une idée de mes programmes, de ce que je vais faire. Puis progressivement, on va mettre les liens envers avec tous les très bien, programmes qui vont avoir lieu. très bien. Écoute, Olivier, merci beaucoup. En tout cas, Oui, j'espère que les auditeurs ont apprécié. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est extrêmement intéressant d'avoir à la fois l'aspect scientifique et l'aspect oui. méditant. J'aurais pu parler un petit peu aussi de la physique quantique, Bah hein, vas-y, parce que si tu as deux mots, vas-y, vas-y. oui, je pense que c'est important parce que moi, je suis avant tout physicien. En fait, je suis pas du tout dans les neurosciences. Bon, je les connais comme ça, mais et la physique quantique, c'est bon, une des leçons, une des multiples leçons de la physique quantique, c'est qu'en fait l'observateur influe sur la réalité qui est observée. Et pendant très longtemps, on a cru qu'on était en face d'une réalité objective et que donc voilà, quelque part, on était victime de cette réalité et qu'il fallait bien faire avec elle. Et maintenant, on réalise de plus en plus que ce qu'on voit dépend de ce qu'on veut voir presque en réalité, hein, dépend de l'observateur. Selon l'état d'esprit dans lequel on fait l'expérience, eh bien, on va obtenir des résultats complètement différents. Et pour moi, conceptuellement, cette découverte est très très importante parce qu'elle prouve, elle coïncide exactement avec la vue traditionnelle du bouddhisme, qui est que, en fait, c'est avec nos, on dit, le Bouddha disait, nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes s'élève de nos pensées, avec nos pensées, nous créons le monde. Donc, avec notre intention, avec notre façon de voir, notre perception, en fait, on va créer la réalité. Et ça, je pense, bon, puisqu'on parle de l'entreprise, c'est vraiment évident. C'est évident à quel point le leader crée sa réalité, crée la réalité de son entreprise. Donc pour moi, c'est une source d'espoir incroyable parce que si on rentre vraiment dans un espace intérieur beaucoup plus spacieux, beaucoup plus vaste, beaucoup plus bienveillant, eh bien, on va obtenir un succès au sens du bonheur, au sens de la réussite, à la fois de la performance, mais aussi du bonheur de tous. Hein, et donc, il y a une vraie possibilité. Donc voilà, la réalité est beaucoup plus fluide
et flexible qu'on ne le pense. Et c'est un grand message d'espoir pour moi. C'est passionnant, c'est un sujet qui aussi m'intéresse beaucoup, mais je me dis, aller expliquer à, je sais pas moi, à un responsable financier qu'il y a plusieurs réalités sur un compte de résultats, etc. Ah, Je, si, je- moi je peux. comment tu l'expliques? Oui, je vais lui expliquer. Tu as ton compte de résultat, bon, il est ce qu'il est. Ok, Mhm. d'accord. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Il y en a un qui va dire, par exemple, bah, il faut investir davantage, même si on perd de l'argent sur le moment, parce qu'à long terme, ça va profiter. Il y a un autre qui va paniquer, qui va dire, maintenant, on restreint toutes les dépenses, on dépense plus un centime. Tu vois, il y a 1000 stratégies par rapport à un compte de résultat. Il y a 1000 façons de percevoir. Il y a quelqu'un qui va dire, qui va brusquement se rendre compte que ce compte de résultat, il est dû à quelque chose de fondamental dans la politique de l'entreprise qu'il faut changer parce il va le voir alors que l'autre ne le verra pas. Tu vois, donc en fait, tout dépend De de la la façon dont tu réalité, vois la situation. Tu vois, exactement. et je dirais au niveau individuel, c'est pareil. Tu es un cadre, par exemple, voilà, tu réussis apparemment, et puis brusquement, tu dis, bah non, je vais changer de vie. Hmm, Pourquoi? Parce que apparemment je réussis, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je veux faire. hmm. Donc j'ai quelque chose d'autre à faire. Donc je fais autre chose. Tu vois, et apparemment ça paraît fou. Mais comme tu as cette intention et cette vision, ça va marcher parce que ça va devenir ta réalité. Tu vois, alors que un autre sera par exemple complètement prisonnier d'un matérialisme complètement acharné et va continuer, tu vois, toujours à suivre le même. Donc, toi, avec notre esprit, on crée la réalité. Et en Mais fait, c'est magnifique comme idée parce que beaucoup trop souvent, on se sent emprisonné dans la soi-disant réalité. Et en fait, la réalité n'est que la projection de l'énergie de notre esprit. Et ça, c'est une découverte qui est révolutionnaire quelque part et qui, effectivement, dans la physique quantique, on retrouve les mêmes principes. Hein, donc, c'est passionnant. écoute, c'était vraiment intéressant. Et moi, j'ai une phrase, d'ailleurs, peut-être que tu vas me dire de qui c'est, que moi je cite souvent, qui est on obtient ce à quoi on renonce. Mais j'avoue que je ne sais pas où je l'ai lu, je Oui, l'ai certainement lu oui, quelque part. oui, Je pense que finalement, moi j'ai vécu dans les projets automobiles où tu sais, tout est très gammé, procéduré, tu sais, oui, oui. on parle de lean system, etc. Et avec le recul, tu vois, avec cette vision maintenant de la mécanique quantique, des neurosciences, de la méditation, et cette vision que j'avais du projet automobile très structuré, etc., je me dis que ça n'est pas simple de, tu vois, d'expliquer le lâcher prise, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire euh, et effectivement, moi j'ai constaté que finalement, quand on veut tout contrôler, ben, on s'épuise. Et il y a un moment, quand on lâche et qu'on fait confiance et qu'on est plus dans un terme qui peut peut-être un peu paraître bizarre dans l'entreprise, mais dans l'amour, alors ça glisse plus facilement. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai cette phrase qui me vient en t'écoutant, on obtient ce à quoi on renonce. Oui, parce qu'en fait, je pense, tu l'as bien exprimé, ce lâcher prise. Moi, ce qui me paraît très intéressant dans le lâcher prise, c'est que ça évite la psychorigidité, qui est vraiment la source de toutes les limitations. Et des psychorigides, on en trouve partout. Hein, et c'est source vraiment d'énormes limitations. Ça limite complètement les possibilités. Alors que si tu lâches prise, donc si tu renonces si tu veux, à cet acharnement à imposer ta vue ou à imposer ton système ou ta doctrine, tu vois, mais que tu restes ouvert et que tu restes un petit peu dans le spacieux, ouvert, à l'écoute, etc., eh bien là, tu étends les possibilités cognitives, en fait. C'est-à-dire que tu vas voir beaucoup plus de possibilités que dans l'esprit ordinaire. Il y a un dicton zen qui dit, dans l'esprit de l'expert, il y a peu de possibilités. Dans l'esprit du débutant, il y en a beaucoup. Et c'est l'esprit du débutant, tu vois. Et donc, c'est l'esprit du lâcher prise. Et là, tu vas avoir des solutions, mais auxquelles tu aurais même imaginé penser. Et c'est ce qu'on recherche en entreprise. Hein. C'est l'idée que les autres n'ont pas eue. Mais pour l'avoir, il faut renoncer précisément à son obsession ou à son système ou à sa théorie, tu vois, pour pouvoir avoir plus de possibilités qui s'ouvrent. Et ça se fait pas juste individuellement, ça se fait en équipe. Donc ça nécessite aussi, comme tu dis, la bienveillance et la considération mutuelle. Hein, si tu veux juste faire ton petit drapeau de ton petit ego victorieux,
eh bien, tu peux pas faire ça. Donc, moi, je trouve ça magnifique que, en fait, la bienveillance et les valeurs humaines soient aussi les sources d'une plus grande fructification des talents et des possibilités. Écoute, merci Olivier. J'espère pouvoir t'écouter à nouveau, pourquoi pas un jour en mer, lors d'une conférence ou le truc. Et j'invite évidemment les personnes à lire La Voie du bouddhisme au fil des jours, mais il y aura bientôt le nouveau. Et donc, merci à toi encore une fois. Et puis, bah, à bientôt, Olivier. Merci Laurent et bonne chance pour ton projet. Je suis sûr Merci. en beaucoup de succès. Merci à Allez, toi. Au au revoir. revoir.